j'ai peut-être été kidnappé par le lobby de Car Horizontal. Ce n'est absolument pas sous la contrainte que cette vidéo est sponsorisée par Car. C'est bon, maintenant on peut me libérer peut-être. Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical vous propose de vérifier le numéro VIN ou la plaque d'immatriculation du véhicule que vous souhaitez acquérir. Vous pouvez ainsi obtenir un rapport détaillé sur l'historique de cette voiture. Compteur kilométrique trafiqué, dommages ou encore déclaration de vol, Car Vertical vous permet de savoir tout ça. Il y a un truc qui fait que j'adore Vertical, c'est qu'à chaque fois ils m'envoient leur meilleur rapport. Mais alors celui-là... Regardez le rapport Car Vertical de ce Porsche Macan. Alors déjà il est sacrément rincé, je peux te dire que je m'y connais en véhicule rincé. Personnellement, le petit truc qui me fait rire, c'est qu'il y a des photos directement sur le lieu du crash. Et il y a même un top shot au drone. Comment ça? Au milieu de la route et que ma voiture explosait? Oui, mais attendez, je suis en train de vous faire un plan. Mais alors là... Alors déjà, j'aime beaucoup le concept que le mec a pris des photos sur le lieu du crash. Parce que tant qu'à avoir explosé son Porsche Macan, autant en faire un super snap. Bah oui. Et avec le lien en description, c'est moins 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical. Ce que Car Vertical nous a appris aujourd'hui les enfants, c'est que si vous mettez votre voiture dans une rambarde, faites un plan au drone. Hop, auto. Non, faites pas ça, faites pas ça en fait. Merci à Car Vertical et bonne vidéo. Eh dis donc, est-ce qu'on se mangerait pas un petit VTech aujourd'hui là? Est-ce qu'on se mangerait pas une petite histoire de quelqu'un complètement fou? Vous savez que j'adore les histoires des gens un peu foufous. Peut-être que je me projette un peu, c'est pas le problème. En fait, j'ai eu un gros problème sur ce VTech parce que je savais pas quoi mettre en titre. Si tu mets Alejandro de Tomaso, le problème c'est que 99,9% des gens vont pas savoir qui c'est. Alors je sais pas, peut-être que le titre ça sera l'histoire d'un mec fou. J'ai plus d'idées. Je suis au bout, moi. Aujourd'hui, s'il fallait résumer, je pense que ce serait peut-être l'histoire de quelqu'un qui s'est le plus pris la tête avec d'autres gens de l'histoire de l'automobile. Vous connaissez certainement Enzo Ferrari, qui est connu pour s'être pris la tête avec absolument tout le monde. Mais la personne dont on va parler aujourd'hui, franchement, concurrence. Franchement, ça joue. Après, je pourrais aussi le résumer comme ça. C'est l'histoire d'un mec qui s'est pris la tête avec Ferrari, avec Ford, avec Shelby, avec Chrysler, avec la famille Gval, avec tout le monde. En fait, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui a rêvé depuis son plus jeune âge de créer sa propre marque de supercar. On va parler de quelqu'un qui a touché du doigt son rêve de fabriquer les voitures les plus rapides du monde et qui a échoué. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'Alejandro de Tomaso. Et notre histoire du jour commence en Argentine, en 1928. Je sais pas comment l'aborder, parce que d'un côté, je suis tenté de vous dire qu'Alejandro de Tomaso est atomisé de thunes. Sa mère est l'une des plus grandes fortunes d'Argentine, et son père est ministre. Dans les faits, cette richesse date de bien avant, puisque la famille de Tomaso était déjà noble en Italie plusieurs siècles avant. En fait, c'est une sorte d'empilement de gens super riches et super puissants, et il y a une branche de la famille qui a fini en Argentine en étant ministre et héritier. Si la question, c'est de savoir s'ils sont à l'aise, ils sont à l'aise. Ouais, oh ouais là, ouais. Et dans les faits, Alejandro de Tomaso se trouve être un enfant compliqué. Alors il aime pas l'école, il aime pas sa famille, il aime pas travailler, il aime rien. Il est en guerre contre le monde. Et même plus que ça, contre le gouvernement argentin. Il s'avère qu'à cette époque-là, le seul job qui va faire envie à Alejandro de Tomaso, c'est journaliste. Sauf qu'Alejandro de Tomaso ne va pas être n'importe quel journaliste, il va être journaliste politique. Malgré son jeune âge, il est très engagé politiquement et il va devenir journaliste uniquement pour faire chier le président. Il va passer tout son temps à faire des articles incendiaires contre le président. Je vous rappelle que son père est ministre dans ce même gouvernement. Ça te donne à peu près l'ambiance. Sans vous refaire un cours d'histoire, mais les années 50 en Argentine sous Perón, disons que la démocratie c'est pas... Non. Et puis la vie des journalistes non plus, quoi. De façon générale, l'expression n'est pas bien accueillie. Enfin, ça dépend. Si t'es avec le président, tu peux parler, et puis si t'es contre, tu peux aller te faire enculer. En temps normal, Alejandro de Tomaso aurait été arrêté, emprisonné ou cloué au silence à jamais. Mais ça reste le fils d'un ministre. Alors on va inviter gentiment Alejandro de Tomaso à aller se mettre loin dans la résidence familiale et à ne plus jamais ouvrir sa bouche. Même là-dedans, il a quand même eu des privilèges. Et c'est comme ça que ce bon vieil Alejandro va rester plusieurs années dans le silence et va arrêter son activité de journaliste. Sauf qu'Alejandro, il s'ennuie, Alejandro, il tourne en rond et il lui faut quelque chose qui le fasse vibrer. Et ce sera la voiture. Alejandro de Tomaso adore la bagnole, il trouve ça super chouette. Et c'est comme ça qu'il va s'acheter sa première voiture, une Bugatti. Ça va les pauvres? Vous êtes bien ou pas? Ouais, sa mère est l'une des plus grandes fortunes argentines, sa première voiture est une Bugatti. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, ça coûtait un peu moins cher qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans les années 50, ça avait un peu baissé. Ouais.
Oui, oui. Et c'est avec cette Bugatti qu'Alejandro De Tomaso va commencer à faire des courses automobiles. Attention, je vous dis pas que c'était un pilote de ouf. Il était ok sans plus. Surtout qu'en Argentine, à cette époque-là, on retrouve en face Juan Manuel Fangio. Donc il y a du niveau. Et il va continuer en s'occupant avec ses courses automobiles. Il va se marier, il va avoir 3 enfants. Finalement, on se dit qu'il s'est rangé. Ça y est, son passé rebelle est derrière lui. Non, non, non! Vous savez que dans ce format, je vais pas vous parler de gens qui sont rangés et qui font des classements moyens dans des courses auto. Non, non. En fait, en parallèle de cette façade propre et bien rangée, Alejandro De Tomaso va continuer à fréquenter des groupuscules un peu révolutionnaires. En fait, c'est un peu notre Batman à nous. Un mec super riche qui a une façade bien propre et puis de l'autre côté, il essaye de faire un coup d'état. Oui, alors, il s'est pas déguisé en chauve-souris, il a essayé de renverser le président. Presque pareil. Et c'est dans ce mouvement révolutionnaire qu'Alejandro De Tomaso va tenter, et attention, asseyez-vous tous, un coup d'état. On parle de quelqu'un qui a tenté un putsch. Genre, il a essayé de renverser le président avec un groupe de révolutionnaires. Quand je vous dis que l'histoire elle est folle, elle est folle. Là, pour le coup, vous pouvez me croire sur parole à chaque fois, c'est toujours le cas. Vous vous doutez que si ça avait marché, Alejandro De Tomaso aurait peut-être été président de l'Argentine. Et comme vous avez jamais entendu parler d'un président de l'Argentine qui s'appelle De Tomaso, c'est que ça a foiré. Ouais, c'est... non, bah non. Et puis ça va foirer correctement, hein. Oula! Alejandro De Tomaso trouve quand même le moyen de s'échapper et de ne pas se faire arrêter par la police. Et heureusement pour lui, puisque sinon c'était la pendaison. Les coups d'état, c'est souvent comme ça. T'as une chance. Par contre, si tu loupes ta chance, après, en général, ça finit au bout d'une corde. Il y a différents trucs dans la vie où t'as pas trop le droit à l'erreur. Le coup d'état en fait partie. Hein. Et c'est comme ça que le gouvernement va verrouiller tout le pays. Plus personne ne sort tant qu'on n'a pas mis la main sur Alejandro et ses copains. Sauf qu'Alejandro, il est riche. En fait, ils ont mis en place un contrôle aux frontières, en espérant lui mettre la main dessus quand il va les passer. Sauf qu'Alejandro, en fait, il a un jet privé. Ok, Garmin! Ferme les frontières! Hop là! Oui, donc fermer les frontières, c'est gentil, mais en l'occurrence, si t'as un jet, bon bah t'as plus de question de frontières, quoi. Je me permets de faire revenir Anecdote Man dans cette histoire, mais il y a 2 petits trucs que je trouve un peu rigolos. Déjà, les 2 seuls bagages qu'avait Alejandro De Tomaso, c'était 2 grosses valises remplies de billets. Il était un peu pressé sur le moment par rapport au fait que tout le monde le cherche pour le pendre. Il a pris 2 trucs, 2 valises de cash. Que du cash. Il avait 15 minutes pour partir, il a pris du cash. Et un jet. Et la deuxième anecdote que je trouve cette fois-ci un peu plus discutable, disons que c'est pas terrible, c'est qu'Alejandro De Tomaso a pris son jet privé, seul la femme, les 3 enfants, la famille, ciao. Ça s'est pas super bien passé pour eux après. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Mais ça a pas l'air de l'avoir tracassé plus que ça. Puis il est jamais revenu. Et c'est comme ça qu'Alejandro De Tomaso va aller en Italie. Et ça tombe bien puisqu'à la base, la famille De Tomaso était originaire d'Italie, très précisément à Modène. Déjà parce que l'Italie c'est super loin de l'Argentine et normalement on devrait pas lui mettre la main dessus. Mais aussi parce qu'il a encore un peu de famille là-bas. Et c'est comme ça qu'en 56, Alejandro De Tomaso va devenir pilote pour Maserati. Alors vous noterez que 1 an avant, il abandonnait sa famille à un gouvernement qu'il a essayé de retourner. L'année d'après, il est pilote pour Maserati en Italie. C'est-à-dire, il a rien à foutre. Mais la Jet 7 le mec, elle met la fast life. Je trouve ça exceptionnel de s'en battre les couilles à ce point. Tu entends ça, Flavio? Bah oui, je suis d'accord, oui. Et c'est en fréquentant les circuits qu'Alejandro De Tomaso va rencontrer sa nouvelle femme. Elle s'appelle Elisabeth Haskell. Elle est belle, elle est pilote et elle est l'héritière du groupe General Motors. En plus, tu sais quoi, ça tombe super bien parce qu'il est célib depuis 1 an, même pas. Puis il a pas d'enfant, il est libre. L'autoroute fond 6 régulateur. Wouh. Si je place là que sa nouvelle femme est l'héritière du groupe General Motors, c'est que vous verrez plus tard que ça a son importance dans l'histoire. Les 2 sont pilotes et les 2 adorent la course automobile. Sauf que la course automobile, ça coûte super cher. Et ils aimeraient bien trouver quelque chose pour rentabiliser un peu cette activité. Ils aimeraient bien briller un peu, compter dans le paysage. Elle a beaucoup de contacts, beaucoup d'argent, il a beaucoup de contacts, beaucoup d'argent, et c'est comme ça que ces 2-là vont se dire, mais pourquoi on se fait pas kiffer en fait? Et c'est comme ça que les 2 amoureux vont s'inspirer d'un certain Enzo Ferrari. Rappelez-vous, mais Enzo Ferrari, dont on va reparler plusieurs fois dans cet épisode, a globalement le même parcours, sans les coups d'état. Hein. Non, ça non. Enfin, pas ma connaissance. Je sais qu'il s'est déjà battu avec les loups dans la montagne, à coups de revolver, ça c'est vrai. Mais pas de coups d'état, non. À la base, Enzo Ferrari, c'était un pilote. Pilote qui a fini par fabriquer ses propres voitures, parce qu'il s'est pris la tête avec tout le monde et qui trouvait que toutes les autres voitures c'était de la merde, et qui finira par vendre des déclinaisons de route de ces mêmes voitures pour amortir son activité course. Le parcours d'Enzo Ferrari, il est incroyable, et Alejandro De Tomaso
Tommaso se rêve d'être le nouveau Ferrari. Si on prend le parcours d'Enzo Ferrari, 1. Devenir pilote, ça c'est fait. 2. Insulter tout le monde et leur dire que leur voiture c'est de la merde. Ça c'est fait. 3. Fabriquer sa propre caisse qui sera mieux que celle des autres. Et bah ça va arriver très très vite. Et elle arrivera en 63 et s'appellera la Vallelunga. Exactement comme avait fait Enzo Ferrari quelques années avant avec la 125S, Alejandro De Tomaso va reprendre la même formule. Une voiture de course légère, rapide, puissante, qui sera super victorieuse et qu'on pourra vendre en exemplaire pour la route super cher. La même que Ferrari. C'est pas compliqué, c'est le même chemin. Il y a un chemin, il est là, tu le suis, c'est tout droit. La De Tomaso Vallelunga sera la première De Tomaso. Et la voiture, ça se voit d'ailleurs à sa gueule, est une voiture de course. Un châssis super léger et super travaillé, un moteur fiable et puissant qui vient directement de chez Ford, une carrosserie belle et aérodynamique qui vient directement du carrossier Ghia, et quand on assemble tout ça, on se retrouve avec l'un des plus gros flops de l'histoire, 58 exemplaires. C'est pas aussi facile que tu le penses de devenir Enzo Ferrari. Même si la Vallelunga est pleine de qualité, dans les faits, tout le monde s'en branle. Enzo Ferrari, il avait déjà un certain palmarès et sa voiture, elle a un peu cassé des gueules. Alors que De Tomaso, bah il a fait 7ème au maximum et puis sa voiture, Et si tu rajoutes à ça que la voiture est extrêmement chère, extrêmement mal finie et extrêmement pas fiable, 58 exemplaires, c'est déjà pas mal finalement. Tant pis, c'était un coup d'essai, Alejandro De Tomaso, il a essayé son truc, c'est pas grave. En temps normal, il serait pas si riche, si bien marié et si bien accompagné, Alejandro De Tomaso, il aurait coulé depuis déjà une centaine d'années. Et alors que tout semble perdu pour Alejandro De Tomaso, qui n'arrive pas à se faire un nom et n'arrive pas à vendre ses voitures, le sort va lui être incroyablement favorable. Puisque sa détermination de devenir le nouvel Enzo Ferrari va arriver aux oreilles d'un certain Henry Ford. Monsieur Ford, le directeur de Ford. C'est Henry Ford Jr., pas le premier, pas le Henry Ford qui avait un portrait de Hitler dans son bureau. Non, non, c'est son fils. Qui était tout autant... Bref, c'est pas le sujet. Et trop de problèmes déjà. C'est une histoire dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode de la Ford GT40. Mais en 63, Henry Ford et Enzo Ferrari vont se rapprocher pour discuter d'un rachat. À cette époque-là, chez Ferrari, ça va pas fort. Ils ont du mal à faire rentrer du cash et ils aimeraient bien avoir quelqu'un qui les aide. Et ça tombe bien puisque dans le même temps, Henry Ford cherche à s'implanter en Europe. Et ça va donner lieu en 63 à l'une des embrouilles les plus connues de l'histoire de l'automobile. Puisque les deux vont tellement se prendre la tête qu'Henry Ford va tout faire dans les années qui vont suivre pour détruire Ferrari. Et la fin de l'histoire, vous la connaissez, puisqu'Henry Ford va mettre des milliards pour fabriquer la GT40, la fameuse tueuse de Ferrari. Sauf qu'à chaque fois que je vous ai raconté cette histoire, je m'étais toujours arrêté à cet aspect sport automobile. Henry Ford a tué Enzo Ferrari au Mans, à l'endroit où il voulait vraiment lui faire mal. Sauf que ce que je vous ai jamais raconté, c'est que faire mal à Enzo Ferrari sur le pan de la compétition n'a pas suffi à Henry Ford. Non, non, Henry Ford voulait faire encore plus mal. Et même si à cette époque-là, Ferrari semble sans réelle concurrence, Henry Ford va avoir l'idée de créer la concurrence. Et c'est comme ça qu'Henry Ford va se rapprocher d'un certain Alejandro De Tomaso. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'adore l'automobile? Ford va littéralement aller voir l'antagoniste de Ferrari, le mec qui veut prendre la place de Ferrari. Alors du coup je vous l'ai dit avant, mais ce qui a un petit peu aidé aussi, c'est que la femme de De Tomaso est l'héritière du groupe GM. Je vous cache pas que ça a un peu aidé dans la négociation. Et c'est comme ça qu'Henry Ford va en 63 donner à De Tomaso deux choses. De l'argent, alors encore plus que ce qu'il avait avant, certes, mais surtout un moteur. Ce qui à l'époque fait la force d'Enzo Ferrari sur ses voitures de course et de route, c'est les moteurs. Ferrari à l'époque est à l'origine d'une lignée de V12 qui sont sans concurrence. On parle des voitures les plus rapides du monde et parfois même les plus puissantes du monde. Et c'est impossible à concurrencer ça. Sauf quant à l'aide de Ford en personne. Ford va injecter énormément d'argent et surtout va donner accès au V8 de la marque. Autant Ford, les châssis et l'aéro à l'époque c'est pas leur truc, mais alors les gros V8 qui vont vite, ça t'inquiète, ils savent bien faire. Oh putain. Et c'est comme ça que quelques années après, en 66, De Tomaso présente la Mangusta. Et je la trouve si belle. Prise de parti personnelle, si on me posait la question, je dirais que la Mangusta est la plus belle voiture du monde à ma perception. Et sur le papier, elle est incroyable. 4 roues indépendantes, freinage à disque, châssis en aluminium, V8 4 litres 7 de 300 chevaux. On est en 66, 300 chevaux. Et la voiture, elle est belle. La gueule que ça a. C'est typiquement du coup un moment anecdote man, mais vous vous douterez jamais pourquoi la voiture elle s'appelle Mangusta.
Mangusta. En français, Mangusta, ça veut dire mangouste, qui est la famille des suricates. Tu sais, Timon dans Timon et Pumba, bah, c'est une mangouste. Alors, vous serez peut-être étonné de savoir que ce petit truc poilu tout mignon est un prédateur naturel du cobra. Parce qu'on n'en parle jamais assez, mais Timon et Pumba, comme ça, ils font rire. Timon, il mange des cobras, hein. Il les mange, hein. Crac, comme ça dedans. Hein. La mangouste est insensible au venin du cobra. Insensible. Genre invulnérabilité. Il se fait mordre, il y a zéro problème. Et si Alejandro de Tomaso a nommé sa voiture avec une certaine animosité envers le cobra, c'est parce qu'elle existe en vrai. Si je vous parle d'un Américain qui a fait sa renommée sur les voitures très puissantes, très rapides et qui s'illustre souvent avec un cobra, vous tomberez sûrement sur Carroll Shelby. Eh bien, il s'avère qu'Alejandro de Tomaso et Carroll Shelby, quelques années avant ce partenariat avec Ford, ont travaillé ensemble et ils se sont pris la tête. À chaque fois que tu creuses, il y a un nouveau truc incroyable. Alejandro de Tomaso et Carroll Shelby ont travaillé quelques années avant sur le projet P70. L'idée du projet P70, c'était de faire une voiture de course super performante et super puissante. Mais parce qu'il y a eu un mais, Carroll Shelby, qui a beaucoup travaillé sur ce projet, s'est retrouvé appelé dans le même temps par Henry Ford pour le projet GT40, qui était bien plus intéressant et bien plus rémunéré accessoirement. Et Carroll Shelby a pas été très réglo dans cette histoire puisqu'il s'est barré du projet P70 du jour au lendemain en emportant absolument tout. Comme Shelby voulait pas arriver les mains vides, il a peut-être pris un peu tout ce qui traînait, c'est-à-dire tous les plans, toutes les réflexions, tout... Enfin, il a pris tout le projet sous le bras, il s'est barré quoi. Et c'est pour cette raison que la première des Tomaso en partenariat avec Ford s'appelle la Mangusta, la mangeuse de cobra. Le triangle polyamoureux des gens qui s'aiment et se détestent dans le même sens, c'est incroyable. C'est exceptionnel, le triangle est bouclé. Ça y est, Illuminati, nous avons bouclé le triangle. Shelby qui bosse avec Ford, Ford qui bosse avec des Tomaso qui sort une voiture pour faire chier Shelby, c'est exceptionnel. Et tout le monde réuni dans la haine d'Enzo Ferrari. Alors j'ai une autre anecdote, plus petite, mais la De Tomaso Mangusta est la voiture de Bill. Bill dans Kill Bill, l'antagoniste de Kill Bill, conduit une Mangusta. Et il conduit une Mangusta puisque son surnom dans le film, c'est le charmeur de serpents. C'est celui qui maîtrise tous les autres serpents. Et il maîtrise tous les autres serpents, d'autant plus qu'il a une Mangusta. La Mangusta, prédateur naturel du cobra. Faut que je me calme, faut vraiment que je me calme, parce que là c'est... C'est exceptionnel. Je vous la refais parce que je crois que vous n'avez pas compris. Carroll Shelby, le cobra, se prend la tête avec des Tomaso qui deviendra la mangouste. Et dans le film Kill Bill, Bill, celui qui maîtrise tous les autres serpents, conduit une Mangusta. Mangusta qui est immunisée au venin du serpent. Les autres serpents ne lui font pas peur puisqu'il est immunisé. Et vous savez pourquoi il est immunisé? Parce qu'il conduit une Mangusta. Et le pire, c'est que la voiture s'appelle Mangusta pour faire chier Carroll Shelby qui est le cobra lui-même. Je vais prendre des cachets, moi. Il y a vraiment un moment, il faut que je prenne des cachets. Après, une fois qu'on a dit tout ça, la Mangusta a été un échec commercial cuisant puisqu'on estime qu'il y a eu entre 300 et 400 exemplaires vendus, c'est-à-dire un maxi flop. Je vous rappelle que nous sommes en 66 et en 66 des Tomaso, c'est personne. La voiture est aussi chère qu'une Ferrari, alors certes, elle est sublime, mais c'est pas comme si les Ferrari étaient moches non plus. La voiture n'a pas l'air plus fiable qu'une Ferrari, la voiture n'a pas l'air plus performante qu'une Ferrari et monsieur de Tomaso, je le connais pas, je sais pas qui t'es. Peut-être que tu me dis que tu tues des serpents le week-end, j'en sais rien. Et c'est sur cet échec que la marque des Tomaso va vivoter jusqu'en 69. Ouais, j'ai fait une petite pause, j'ai pas eu le temps de tout tourner d'un coup, j'ai dû m'absenter ce week-end pour La disqualification. Je pose ça là, hein, ouais, on fait comme ça. Voilà, bien comme ça. Puis on fera un épisode sur les drapeaux noirs aussi, comme ça, hein. Et si je me souviens bien, on était en 1969. En fait, même si Ford met des billes dans l'aventure des Tomaso depuis des années et a effectivement commencé à sortir certains modèles comme la Mangusta, dans les faits, mais la marque avance pas. La Mangusta sort en 67 et en 69, il y a... toujours rien. Peut-être qu'ils ont pas les moyens, ou peut-être que c'est des gros branleurs, mais en 69, ça va vraiment énerver Ford. Ford sait que s'ils veulent que l'aventure des Tomaso avance, il va falloir mettre des gros billets. Et surtout, il va falloir aller vérifier en personne que ça avance. Et c'est pour ça qu'en 69, Ford va racheter 80% de des Tomaso. 80%. D'accord? Des Tomaso, ça sera le nom qui sera en haut. Tout le reste, c'est du Ford. Et Ford va trouver très vite ce qu'il faut faire pour redresser la marque. Sortir des modèles? Ça pouvait paraître assez évident de se dire qu'une marque de voiture qui sort pas de modèle ne vend pas de modèle. Mais je rappelle que jusqu'ici, visiblement, ça n'avait alerté personne. Je sais pas, il y a 2 trucs qui sont vendus à 200 exemplaires chacun. Et pour l'instant, non, c'est bien. La Vallelunga, 50 exemplaires, c'est super, hein? Ouais. Alejandro, putain, j'ai une idée pour notre marque de voiture. Imagine si on vendait des voitures. Et c'est sûrement sur un éclair
perdent lucidité que Ford va reprendre toutes les bases de ce qu'ils savent faire pour sortir leur nouvelle voiture. Ils savent faire des voitures fiables, performantes, avec un design de fou et surtout une image très italienne. Et sur le papier, ils ont toutes les forces des belles voitures italiennes sans les inconvénients. Bien sûr qu'à l'époque, acheter une Lamborghini, ça fait rêver. Tout le monde veut rouler dans ce monstre absolu qui a une gueule exceptionnelle. Sauf que t'achètes pas une Lamborghini parce que c'est super cher et super pas fiable. Tout le monde a envie de rouler dans une Ferrari, mais personne le fait parce que c'est super cher et super pas fiable. Et tout le monde a envie de rouler dans une Jaguar, mais personne le fait parce que c'est super cher et super pas fiable. Imagine le boulevard que tu aurais si tu sortais une Jaguar, mais fiable et moins cher. De Tomaso Deauville, d'où la ressemblance. C'est pas une copie, c'est un message. De Tomaso te propose sa Jaguar, performante et belle comme une Jaguar, mais fiable et pas chère. En plus de tout ça, ta Jaguar est vendue, entretenue et garantie par Ford. C'est-à-dire que c'est quand même un gros gage de qualité et de sécurité de te dire que ta Jaguar, tu peux la ramener chez Ford tous les matins. Ce qu'a fait De Tomaso avec la Deauville, c'est comme si on te proposait une Bugatti Chiron, mais qui vaut 50 000 € et qui consomme 5 litres au 100. Tous les avantages sans les inconvénients. Franchement, sur le papier, c'est pas con. Après, il faut quand même reconnaître que la ressemblance est troublante, quoi. Suffisamment troublante pour emmener De Tomaso au tribunal, je pense. Mais je sais pas, chez Jaguar, ils avaient peut-être pas d'avocat. Et c'est dans le même temps que De Tomaso va présenter son deuxième nouveau modèle, que vous connaissez très certainement, qui a fait la plupart de la renommée de De Tomaso en réalité, la Pantera. Et on va pas se mentir, mais la formule est redoutable. La voiture est belle, sportive, super puissante, fiable, distribuée dans le réseau Ford et en plus, pas cher, puisque la Pantera est proposée à 10 000 $. Pour vous donner une idée, mais une Ferrari équivalente de l'époque se vendait facilement 2,5 à 3 fois plus cher. Jusqu'ici, De Tomaso passait un peu pour les couillons du fond de la classe. J'avoue que là, en sortant la Pantera, ça a dû suer chez Ferrari. Hein. Ça m'étonnerait pas qu'Enzo ait fait une première descente d'organes en voyant ça. Hein. En plus, la personne qui a fait le châssis, c'est Monsieur Dallara. On a déjà parlé il y a pas longtemps de Monsieur Dallara, et on en parlera un jour. Mais disons que la voiture a probablement l'un des meilleurs châssis de sa génération. En plus d'avoir 300 chevaux, un V8 fiable, distribué chez Ford, que tu peux entretenir chez Ford. 10 000 balles, une gueule de folie. Est-ce que j'ai assez cotisé pour le chômage? Et à force d'aligner les qualités, la Pantera va faire un carton. T'imagines que même des stars vont commencer à acheter des Panteras? Elvis Presley en personne va acheter une Pantera. D'ailleurs, j'en profite instant anecdote man, mais Elvis Presley, justement, qui venait d'acheter sa Pantera, va peut-être avoir quelques problèmes avec. Il est possible que quelques jours après son achat, la Pantera d'Elvis Presley ne démarre déjà plus. Ça reste une voiture italienne quand même. Et la seule solution qu'il a trouvé à ce moment-là pour faire redémarrer sa voiture, c'est tirer 4 fois dedans avec son Magnum. Je suis pas le meilleur en mécanique, ni en pilotage, visiblement. C'est pas le sujet. Mais j'aurais peut-être pas choisi cette option-là. En fait, je viens de capter, mais je crois qu'Elvis Presley, il faisait déjà le format ça fait quoi de la chaîne avant l'heure. Tirer 4 fois au Magnum dans ma voiture, ça fait quoi? Ça la fait pas redémarrer. Vous aurez remarqué que la Pantera d'Elvis Presley ne démarre plus quelques jours après son achat. Et il va pas être le seul. Il est possible que les premières Panteras livrées soient fini avec le cul. Ford va se rendre compte seulement quelques mois après la commercialisation que les Panteras qui sont livrées sont mal faites. T'as le niveau fini avec le cul et à la hâte comme chez Ferrari Lamborghini, où ça va encore. C'est pas terrible mais ça va. Et t'as des Tomaso. Y a ni besoin d'être bon en gestion d'entreprise, en économie, en argent, en réflexion, pour se dire que si ta voiture n'est pas finie en sortie d'usine, elle va revenir et ça va te coûter encore plus cher. Bah non. Je pense qu'ils en avaient marre. C'est d'ailleurs à cause de ces voitures pas finies et par la suite d'autres créations italiennes un peu finies à la hâte comme chez Lancia par exemple qu'on inventera la formule voiture du vendredi. Les voitures du début de semaine elles sont bien fabriquées parce que les mecs ils ont encore un peu envie et puis le vendredi hey, il est 15h. Elle est pas finie? Eh ben elle est pas finie. Va faire un coulo à toi aussi. Et alors qu'elle vient à peine d'être lancée, la Pantera va commencer à moins se vendre. Et vous vous rappelez la Deauville, la copie de la Jaguar? Bah ça se vend pas du tout non plus. Par contre l'explication c'est pas la même, là c'est que les gens s'en foutent. Tout le monde s'en branle. Vous allez voir que c'est à partir de ce moment-là que De Tomaso va commencer à devenir le roi du recyclage. Mais alors vraiment ça va les suivre jusqu'au bout. Et quand ils voient que la Deauville, c'est-à-dire une copie de Jaguar, ne se vend pas, ils se disent on va copier une autre voiture. Voilà, alors je vous présente la De Tomaso Longchamp qu'on va mettre juste en face à tout hasard d'une Mercedes SL R107. Voilà. Il y a un air de... Ne commençons pas à hurler au plagiat, ça va. Blague à part, la De Tomaso Longchamp reste un recarrossage opportuniste fait à la dernière minute d'une Deauville en essayant d'en faire un coupé, si possible, qui ressemble un peu à ce qui se vend à l'époque, c'est-à-dire une Mercedes. 17 années de fabrication,
244 exemplaires vendus en 17 ans. Et à ce moment-là, ça s'agirait peut-être de se dire qu'il faut faire attention. Enfin, je sais pas, les 3 modèles qu'on vend sont des flops, sont pas fiables et reviennent à l'usine. Pas du tout. Je sais pas comment, mais Alejandro de Tomaso, à cette époque-là, va commencer à vivre comme un prince. On a parlé il y a pas longtemps de Monsieur DeLorean qui avait rejoint la Jet Set, qui s'était fait refaire la mâchoire et tout. Tout pareil pour de Tomaso. Le mec va commencer à avoir une existence bling bling. C'est la fête. Deauville, Longchamp, Pantera, Mouette et Chandon. Il vit comme un prince. En fait, il vit comme si sa marque marchait bien. Et en plus de vivre comme un roi, Alejandro de Tomaso se voit déjà à la tête d'un empire. Anecdote un peu rigolote, mais Alejandro de Tomaso aimait aussi beaucoup les motos. C'est comme ça qu'en 72, il va racheter Benelli et en 73, Moto Guzzi. Sauf que ce comportement, exécrable au demeurant, va commencer à venir un peu faire chier Ford. Je rappelle que ça fait quasiment 10 ans que Ford met des billets dans de Tomaso pour devenir le nouveau Ferrari, qu'il a un boulevard, hein, et que le mec fait quoi en échange? Ben il claque tout. Et c'est comme ça que la relation avec Ford va commencer à devenir vraiment tendue. Pour vous donner un exemple, mais en 73 intervient une crise pétrolière. Les cours de l'essence montent drastiquement et forcément les voitures qui en consomment beaucoup sont pénalisées. Et quand ta gamme est composée de 3 véhicules tous équipés d'un V8 qui doit consommer à peu près 20 à 25 litres au 100, il serait peut-être malin de commencer à regarder des plus petits modèles, tu vois. Non mais bien sûr que le V8 c'est super, mais là en fait voilà, là on va crever là. Proposition qui sera intégralement refusée par Monsieur de Tomaso. En fait il leur a répondu que ces modèles étaient V8 ou rien. Le prix de l'essence vient de faire x2, t'es sûr on touche rien? Allez, on touche rien. Peut-être qu'il est possible qu'il les insultait assez régulièrement. À base de écoute, toi t'es Ford, commence déjà à faire des voitures qui sont bien avant de venir me faire chier. J'adore l'ambiance, très très bien. Et c'est sur cette lancée qu'en 74 va arriver un événement majeur dans la vie de Tomaso, puisque Ford va revendre l'intégralité de ses parts. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, Ford en a ras la casquette. Ils ont mis des billets de fous qui reverront certainement jamais. Ça a été à eux de reprendre l'intégralité du projet Pantera, puisqu'ils ont dû les finir, les fiabiliser et gérer l'intégralité du SAV. Et cerise sur le gâteau, je sais pas, quand tu te dis que peut-être qu'Alejandro pourrait se bouger le cul, en général, il les envoie chier en les insultant en italien. Et c'est comme ça qu'Alejandro de Tomaso va récupérer 100% de la marque de Tomaso. Et autant il y a des marques qui sont tombées dans l'oubli et dans la faillite à force de mauvaise gestion, de mauvais choix, mais tu vois, c'est long. Là, chez de Tomaso, on a le jour précis où c'est parti en couille. Le jour où Ford a vendu ses parts et s'est désengagé de Tomaso a été le premier jour de la fin de la marque. Je vous rappelle que l'intégralité des de Tomaso jusqu'ici était motorisée par des moteurs Ford, que de Tomaso n'a plus. De Tomaso n'a jamais mis un seul centime pour développer des moteurs, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ils ont plus rien. Toutes les de Tomaso jusqu'ici étaient vendues dans le réseau Ford à côté des autres modèles de Ford, et là, ils ont plus rien. L'intégralité des garanties, et elles sont quand même plutôt assez nombreuses, était gérée par Ford, et là, ils ont plus rien. D'un côté, t'as récupéré 100% de la marque, c'est cool, de l'autre, bah t'es mort. Et là, tu pourrais te dire que c'est quand même la merde pour de Tomaso, ils ont quand même perdu un sacré partenaire, mais Alejandro de Tomaso en a rien à foutre. Oui, bah écoute, Ford, ils vont faire leur truc dans leur coin, moi je vais racheter d'autres marques. Ouais, ils s'en foutent en fait, tout simplement. Et puis ça va même aller plus loin, puisqu'en 76, Alejandro de Tomaso va racheter Innocenti et Maserati. Je sais que vous êtes assez nombreux à avoir rejoint dernièrement, alors déjà merci, installez-vous. Enfin non, plus sur le canapé. Avant il y avait Félix, maintenant il y a un morceau de voiture. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, vous avez peut-être pas cette anecdote, mais Maserati en 76 appartient à Citroën. On vit dans une réalité où Citroën a été propriétaire de Maserati. Ça allait très mal, très mal. Affreusement mal, hein. Maserati est l'une des marques les plus endettées du marché automobile. Si Citroën se débarrassait de Maserati en 76, c'était pas pour faire plaisir à de Tomaso, hein. C'est parce que la marque Maserati était en faillite. Et Citroën était en faillite aussi. Enfin, faut vendre, faut vite vendre. Ils éliminent d'un claquement de doigts un concurrent, ils peuvent rentabiliser leur plateforme en les vendant sous une autre marque et ils récupèrent toute une banque de moteurs qui ne servira jamais. Jamais. Il y aura jamais un seul moteur Maserati sous un capot de Tomaso. Et c'est comme ça que de Tomaso va continuer sa stratégie de recyclage. Par exemple, la Deauville ne se vend pas. Pas de problème, on va changer la carrosserie, changer le logo et voici la Maserati Quattroporte. La Longchamp est un gigaflop, pas de problème, ça va devenir la Maserati Calami. On pourra critiquer de Tomaso autant qu'on veut, mais alors en termes de recyclage, alors là, l'empreinte carbone comme ça, hein. Et c'est comme ça que de Tomaso va essayer de rentabiliser. Et c'est comme ça qu'ils vont accoucher de la tristement célèbre Maserati Biturbo. Personnellement, je suis fan
méfane. Déjà, regarde-moi la gueule que ça et surtout le nom, Biturbo. Genre, c'est le nom de la caisse, Biturbo, c'est marqué en énorme à l'arrière, Biturbo. Vous vous rendez peut-être pas compte parce qu'aujourd'hui, Biturbo, bon, on sait, même des diesels qui ont 4 turbos, c'est dire, mais en 76, les seuls engins à l'époque qui ont des biturbos, c'est des voitures de course. T'as une technologie de voiture de course sur ta Maserati. C'est la première fois depuis des années que Maserati sort un truc un peu couillu et il s'appelle Biturbo. Et c'est une catastrophe. Personnellement, l'anecdote que j'aime beaucoup avec la Maserati Biturbo, c'est qu'elle occupe le segment de la berline sportive premium pile en face de BM ou Alfa Romeo. Positionnement que voulait Ford. Ça faisait partie d'une des idées qu'avait proposé Ford pour le positionnement de De Tomaso, mais Alejandro De Tomaso avait trouvé ça pourri, elle avait rejeté en bloc comme absolument toutes les autres idées de Ford. Et je suis un peu embêté parce que je sais pas comment vous raconter ce qui s'est passé, mais si la Biturbo est notoirement connue, c'est principalement parce que ça a été l'une des voitures les moins fiables de l'histoire de l'automobile. Même pas de Maserati ou de... Non, de l'histoire de l'automobile. Déjà, entre le début de développement en 76 et sa sortie en 81, il y a eu quelques années où ils se sont pris la tête, notamment sur cette technologie de biturbo. Et tu pourrais croire que 6 ans pour la développer, ça suffirait à la rendre fiable. Pas du tout! Ce qui s'est passé, c'est que Maserati et De Tomaso derrière voulaient absolument commercialiser ce système de biturbo. Parce qu'à l'époque, c'est cool, c'est performant, et avec la fiscalité italienne, ça les arrange vraiment, puisqu'ils peuvent avoir une petite cylindrée et une grosse puissance. Sauf qu'ils savent pas faire. Fin. Y a pas de tu vas mettre du temps, tu vas embaucher, tu sais pas faire. Tu sais pas faire, c'est tout. Et ils sont quand même obstinés à le faire. C'est comme si demain je vous disais que je vais faire une chaîne sur les avions. Je ne sais pas faire, j'y connais rien, je vais pas faire une chaîne de tests d'avions. Même si ça serait extrêmement cool, je reconnais. Et alors qu'ils auraient pu prendre du recul et un peu d'humilité à base de on sait pas faire, on fait autrement. Non. Alejandro De Tomaso. Le mec il s'est dit biturbo c'est la super idée, c'est super cool, c'est la période, on le fait. Flavio, je sais qu'on sait pas faire, on verra après, sortons d'abord la voiture. Pire erreur. Alors c'est vrai que lorsque la biturbo est présentée à la presse, elle plaît, elle est belle, elle est performante, il y a plein de trucs cool, oui. Elle marche pas. Tu peux trouver plein d'avantages, genre une voiture qui est peu fiable parce que le reste du temps elle marche, ou une voiture qui demande beaucoup d'entretien puisque le reste du temps elle marche pas. Le concept numéro 1 d'une voiture, c'est de t'emmener d'un point A à un point B, la voiture n'y arrive pas, ce n'est pas une voiture, c'est un presse-papier. Là en 80, lorsque Maserati commence à livrer les premiers modèles, ils sont en panne dans la concession. Il y a l'usine, ils la transportent à la concession, elle est déjà en panne. Il y a des voitures qui sont sorties d'usine non fonctionnelles. Et alors que Maserati devait utiliser la biturbo pour sortir de la merde, c'est en réalité la voiture qui va l'y enfoncer encore plus. Et le pire dans l'histoire, c'est que ça va se vendre. Ce qui va se passer avec la biturbo, c'est que la voiture, quand elle marche, est bien. La voiture est performante, la voiture est amusante, la voiture est luxueuse, la voiture est même pas si chère et la biturbo devient un succès. Alors la douille, c'est que les clients vont vite se rendre compte que la voiture est pas fiable, mais t'inquiète, dans les 6 premiers mois, c'est pas encore un problème. Et quand les premières biturbos vont commencer à revenir en garantie, naturellement, puisque la voiture est juste pas finie, Maserati va avoir une idée. Voyant que le nom biturbo commençait à être tristement connu, mais qu'ils avaient pas l'argent pour sortir une autre voiture, ils ont commencé à camoufler le truc. Et la technique, elle est toute simple, c'est sortir des Maserati biturbo, puisque de toute façon, ils ont pas d'argent pour sortir autre chose, mais elles portent pas le nom biturbo. Et ça va être un festival. D'abord, ils sortent la biturbo, puis ils vont vite sortir la biturbo S. Alors, elle a un peu plus de chevaux, c'est vrai, mais globalement, c'était pour masquer la mise à jour de fiabilité. Ils vont sortir les biturbo I, les biturbo SI, mais attention, c'est pas fini, c'est que le début. Parce qu'après, ils vont te sortir la 425, la version 4 portes de la 228, qui est la version coupée de la biturbo, qui est en fait la biturbo I dans la suite de son évolution, qui est ensuite vendue sous le nom de 430. Vous suivez ou pas? Parce que t'as aussi la 422, la 222, mais aussi la Carif. Parce qu'après, t'as eu la Racing, la Ghibli, la Chamal, la 424, la 418, et t'as même eu une version cabriolet, parce que pourquoi pas? T'imagines qu'à un moment, il y a tellement eu de modèles différents que c'est devenu une blague, et Grand Tour en a dédié un épisode entier. Et je rappelle que tous ces noms sont juste là à la base pour faire oublier que la biturbo est super pas fiable. Et le pire du pire, c'est que ça marche. C'est globalement la même merde, mais dans un autre papier cadeau. Alors du coup, bah, ça se vend. Et même si la biturbo se vend bien, Maserati reste dans le rouge. Déjà parce que la marque est totalement étouffée par les dettes et surtout les voitures reviennent en garantie et coûtent cher. Et si encore il y avait que Maserati qui était dans la merde, pourquoi pas, mais c'est l'intégralité du groupe De Tomaso qui va mal. La Pantera vieillit, se vend mal et coûte de plus en plus cher à produire depuis que Ford n'est plus dans la boucle. Les autres marques de voitures du groupe, notamment Innocenti, vendent absolument rien et le marché de la moto va tellement mal que même cette branche leur coûte de l'argent. Et en 84, c'est officiel, De Tomaso
Tommaso va très mal. En fait, le groupe des Tommaso est juste une gigantesque machine à perdre de l'argent. Tout perd de l'argent. Mais ils ont une idée. En fait, chez des Tommaso, ils regardent les petits collègues allemands en face, notamment ceux de chez Porsche, et ils se disent, putain, les mecs ils vendent 0 voiture, exactement comme nous, mais pourtant ils rentrent du cash. Comment ils font? Comment ils font pour faire de l'argent? Et si Porsche arrive à faire de l'argent à cette époque-là, c'est parce qu'ils ont un job de préparateur. En fait, dans les années 80, Porsche avait du mal à vendre des voitures, mais ils savaient parfaitement faire des voitures de sport. Exactement l'inverse de certains constructeurs, comme Audi ou Mercedes par exemple. Eux, le problème il est différent, ils arrivent parfaitement à vendre leurs voitures, mais ils savent pas faire des voitures de sport. C'est comme ça par exemple qu'on a vu apparaître les Audi RS2, motorisés par des moteurs revus par Porsche. C'est comme ça aussi qu'on a eu la Mercedes 500e, qui a été intégralement revue par Porsche. Et ça, des Tommaso, ils aiment beaucoup. Ça leur fait du cash facile et c'est très bon pour l'image. T'imagines, c'est toi qu'on vient appeler quand on a besoin d'une voiture de sport. C'est cool. Et tu gagnes de l'argent pour faire ça. Et c'est d'autant plus cool que quand tu travailles avec d'autres constructeurs reconnus comme ça, qui ont un peu de prestige, ça remonte l'image de ta marque. Et c'est comme ça qu'en 84, des Tommaso va travailler sur la Daihatsu Charade. Des Tommaso. C'est un peu moins prestigieux que Mercedes ou Audi. Porsche était pote avec Mercedes et Audi et des Tommaso étaient potes avec Daihatsu. C'est un petit constructeur japonais qui fait des petites voitures comme la Charade. Plus tard, ils ont fait la Copen. Ils ont aussi fait le Terios, petit 4x4. J'avais un pote au lycée et ses parents avaient un Daihatsu Terios. Voilà, c'est à peu près le seul fait notable de cette voiture. Alors, j'ai peut-être pas besoin de vous préciser que la Daihatsu Charade by des Tommaso n'a pas renfloué les caisses, mais vous inquiétez pas, ils vont faire pire. Je sais qu'on est là pour parler de des Tommaso et pas de Maserati, mais comme cette anecdote est incroyable et que je peux pas passer à côté, je vais quand même vous la donner. Mais c'est aussi dans ces années-là qu'Alejandro de Tommaso va faire la rencontre de Lee Iacocca. Et oui, ça fait 18 fois que j'en parle, mais vous inquiétez pas, on y viendra un jour. Et à ce moment-là, Lee Iacocca, c'est le patron de Chrysler. Et devinez quoi, vous allez tomber de vos chaises, mais Chrysler a besoin d'un modèle sportif. On est pile dans ce qu'ils essayaient de faire à l'époque, mais comme la marque des Tommaso était pas forcément incroyablement connue, Lee Iacocca va choisir de s'allier avec Maserati. Et c'est comme ça que va naître la Chrysler TC by Maserati. Et vous allez être super surpris quand je vais vous dire que c'est l'un des pires échecs industriels de l'histoire. Si ce qu'il fallait faire, c'était les pires choix, alors des Tommaso et Maserati seraient probablement les plus grands constructeurs au monde. Et encore, si c'était juste ça, ça va, mais il s'avère qu'à l'époque, la Chrysler TC by Maserati était la voiture la plus chère à produire du marché. En fait, ils faisaient les bases de la voiture aux États-Unis, puis ils l'envoyaient en Italie pour être modifiée, puis ils la renvoyaient aux États-Unis. C'est-à-dire que la moitié du prix, c'est juste du transport. Et c'est comme ça qu'à l'époque, Chrysler va commencer à envoyer des centaines de voitures par avion. T'imagines que dans un 747, qui est déjà un gros avion, tu mets 8 caisses. Ils doivent les envoyer toutes une par une en Italie, puis attendre un mois qu'elles soient modifiées, puis les ramener aux États-Unis. Ça va pas marcher du tout. Non. Dans les faits, la Chrysler TC by Maserati se vend incroyablement mal, et en plus est mal reçue par la presse, comme ça au moins, là, dans la totale. Et comme si ça suffisait pas, il y a eu sur cette voiture un soupçon de détournement d'argent, où ils essayaient de balancer des millions d'un pays à l'autre pour pas trop que ça se voit, et pour renflouer les caisses de des Tommaso discrètement. Il y a 354 millions, on sait pas où ils sont partis. Et malgré toutes ces tentatives, c'est en 87 que des Tommaso est officiellement en faillite. Monsieur des Tommaso, on a fait tous les tiroirs, il n'y a plus un rond. Rappelons-nous quand même que ça faisait plus de 10 ans que la marque des Tommaso perdait de l'argent, et quand ils en gagnaient, c'était juste suffisant pour payer les dettes. Et cette faillite va marquer la mort du groupe des Tommaso. Alejandro de Tommaso va être forcé de vendre ses marques de motos, mais aussi de voitures, puisqu'Innocenti et Maserati vont être complètement absorbés par Fiat. Et en 1987, c'est officiel pour Alejandro de Tommaso, mais il ne lui reste plus rien, sauf des Tommaso. On peut pas lui prendre, c'est à lui. Et en plus, la marque des Tommaso, alors oui, il fait pas beaucoup de bénéfices, mais au moins fait pas de pertes. Sauf qu'il a toujours pas d'argent. Des Tommaso, c'est peut-être à lui, mais il a toujours pas de thunes, ça change pas. Et en tant que champion du recyclage, il va sortir en 90 la Pantera SI. Alors, vous allez pas le croire, la Pantera SI, c'est une Pantera avec un kit carrosserie. La Pantera SI, sérieusement, la voiture elle a plus de 20 ans de conception et tu penses nous la vendre avec un kit carrosserie? Moins de 50 exemplaires. Si vous voulez quand même mon avis, je la trouve exceptionnelle. Hein. Oh ouais, moi j'aime bien. C'est sûr qu'à ma place, c'est facile de critiquer. Et je vous rassure quand même, mais Alejandro de Tommaso n'est pas naïf non plus. Et il sait très bien qu'il va leur falloir un nouveau modèle. Et il va arriver en 92 et il s'appelle la Guara. Non mais attends une seconde, tu viens de nous dire à l'instant qu'ils n'avaient pas d'argent pour lancer un nouveau modèle.
modèle et en 92, ils lancent un nouveau modèle. Oui, mais ils ont toujours pas d'argent et ils ont rien dans les cartons. Alors c'est pas compliqué, il y a rien. Alors Alejandro De Tomaso va faire ce qu'il sait faire, aller taper la discute aux voisins. Et même si la marque Maserati fait plus partie du groupe, ils sont quand même encore en très bons termes. Et c'est comme ça qu'Alejandro va se pointer en 92 en disant: tiens donc, bonjour Maserati, vous auriez pas un petit truc qui traîne dans les cartons que personne ne veut, que personne n'a jamais vu? Ça je te le prends, ça c'est super, merci, bonne journée. Quand je vous dis que l'empreinte carbone de De Tomaso est extrêmement faible, j'ai pas menti. Il s'avère que quelques mois avant, Maserati avait essayé de sortir la Barchetta, qui est en réalité une petite voiture de course destinée à seulement quelques clients. Je vous calme tout de suite, ils ont vendu 17 exemplaires, et c'est Fiat en personne qui a enterré le projet. Et après tout, pourquoi pas? Ils ont déjà développé le modèle, personne n'en veut, Fiat l'a enterré personnellement, au pire que ça serve à De Tomaso, ça change rien. Et c'est comme ça qu'Alejandro va racheter pour une bouchée de pain la Barchetta. Fallait pas non plus que ça se voit trop que c'est du recyclage, alors ils vont prendre la Barchetta, ils vont rajouter un toit et hop, De Tomaso Guara. Ouais, flop, tout pareil. Forcément, la voiture est chère, moche, ne s'adresse à personne et la Guara est un échec. Mais ne vous inquiétez pas, Alejandro De Tomaso n'a pas dit son dernier mot. Tu le tues 8 fois d'affilée, il fait flop sur flop, il est encore là. Et t'inquiète pas, cette fois-ci, il a une idée. De Tomaso comprend qu'il va lui falloir un vrai nouveau modèle, mais qui passe la vitesse au-dessus, plus performant, plus fiable, plus puissant, plus beau. Sauf qu'il a pas l'argent de faire cette voiture, et c'est comme ça qu'il va s'associer avec la famille Gval. Et normalement, la famille Gval, vous connaissez pas du tout. Et c'est normal. La famille Gval, c'est des gens qui ont commencé à importer des voitures exotiques aux États-Unis, et qui sont devenus, avec ça, richissimes. Très riches. Très riches. Et alors là, attention, vous allez pas me croire, mais qu'est-ce qui se passe en général quand il y a des gens dans le monde de l'automobile qui ont trop d'argent à dépenser et qui savent pas quoi en faire? Ils veulent fabriquer leur voiture. T'es passionné d'automobile, tu travailles là-dedans, tu deviens riche, et à ce moment-là, tu te dis, putain, je vais faire ma caisse, parce que moi, je suis plus malin que les autres. C'est vrai, ça. Je suis vachement plus intelligent que les autres. J'ai vraiment l'impression, des fois, de vous raconter un empilement de clichés. C'est toujours le même truc. On en parlait il y a 3 semaines sur le VTEC sur DeLorean. Encore un 2 quelque chose, tiens, qui a eu la même réflexion. Le mec qui bosse dans l'automobile, trop de thunes, sa voiture, faillite. Mais on y arrive, justement, j'y viens. Alejandro De Tomaso sait fabriquer une voiture, mais a besoin d'argent, alors que la famille Gval a beaucoup d'argent, mais ne sait pas fabriquer une voiture. Et ils vont très bien s'entendre. Pas longtemps. Ils vont très vite se prendre la tête. Et c'est comme ça qu'en 96 est présentée la nouvelle De Tomaso, la Bigua. On garde la recette de la petite voiture légère avec un gros V8, mais on lui donne un look un peu plus contemporain. Sauf qu'évidemment, maintenant vous connaissez Alejandro De Tomaso, et disons que le mec est peut-être un peu soupolé. Et le développement de la Bigua va pas bien se passer du tout. Je sais que vous allez être surpris, mais De Tomaso veut bien prendre l'argent, mais pas écouter ce qu'on lui demande. Puis là, vous êtes surpris en plus, c'est pas comme si c'était déjà comporté 18 fois comme ça par le passé, tu vois. Et même si l'entente n'est pas bonne, le projet va continuer jusqu'en 2000, où va enfin sortir la De Tomaso Mangusta. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la voiture devait bel et bien porter le nom De Tomaso, mais à la base, elle devait s'appeler Bigua. Sauf que la famille Gval avait un peu peur que ça floppe, et ils cherchaient un nom qui fasse appel au passé, tu vois, un peu sympa, un modèle qui a marqué l'histoire, un modèle dont tout le monde se souvient. Et c'est comme ça qu'ils vont tomber d'accord sur le nom Mangusta. Sauf qu'Alejandro, il est super pas d'accord. Alors, je suis prêt à critiquer plein de trucs que nous a fait Alejandro depuis le début de cet épisode, mais alors là, je suis 100% avec lui. Alors là, c'est inadmissible. Mais une Mangusta et une Bigua dans la même pièce, et ose me dire que ces deux voitures doivent avoir le même nom. C'est hors de question. Alors là, c'est comme si je sortais acheter de la gouache, je te peins un truc et je te dis c'est la nouvelle Joconde. Bah, te faire foutre, vraiment, c'est mort. Non. Et cette tentative tardive de changement de nom va être le dernier clou dans le cercueil. Et c'est seulement quelques semaines avant le lancement officiel de la voiture que De Tomaso se retire du projet. Dit comme ça, on pourrait croire que c'est pas si grave, mais dans les faits, c'est quand même un peu la merde. Parce que tous les premiers exemplaires qui ont été fabriqués et qui portent fièrement le logo De Tomaso ne peuvent plus sortir. Et vont sortir quand même. Quelques exemplaires de la Mangusta vont bel et bien sortir avec le logo De Tomaso. Alors qu'Alejandro De Tomaso n'est plus dans le projet. Par contre, et c'est l'anecdote dans l'anecdote, mais la voiture s'appelle encore Mangusta. Donc la voiture officielle, c'est la Gval Mangusta, ce qui n'a aucun sens puisqu'il n'y a plus le nom De Tomaso, mais rassure-toi, il y a quand même des De Tomaso Mangusta qui n'ont pas le droit de porter le nom. Donc t'as le logo De Tomaso, le nom Gval et la Mangusta. Et de toute façon, on s'en fout, ça a floppé. On n'a pas de chiffre exact, mais on considère qu'il s'est vendu moins de 300 exemplaires de la Mangusta 2, donc autant dire que ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais recyclage! Vous vous doutez bien qu'on n'allait pas terminer cet épisode sans encore une petite anecdote recyclage, et cette fois-ci, elle vient pas de De Tomaso. La famille Gval, qui avait hérité au moment de l'embrouille avec De Tomaso de l'usine et du brevet de la Mangusta 2, va décider de revendre tout ça à MG. Oui, MG, la marque anglaise. Enfin, aujourd'hui qui est devenue chinoise, mais à l'époque qui était encore anglaise. Et c'est
d'autant plus ironique puisque MG a racheté tout ça parce qu'ils étaient en train de mourir. Et il leur fallait un nouveau modèle d'image pas cher. C'est pour ça qu'ils ont racheté la Bigua, enfin la Mangusta, vous avez compris, pour faire la X-Power SV. 81 exemplaires. Et puis après, ils ont fait faillite. Même quand d'autres constructeurs touchent les projets, eux aussi ils meurent. Ils ont fait un rite vaudou. Je sais pas, Alejandro De Tomaso, ils l'ont marabouté. C'est diablerie. Tout ce qui touche meurt, même par conséquence. Du coup, on était en 2000 et c'est toujours la merde. Mais Alejandro De Tomaso a une idée. Et accrochez-vous bien, mais cette fois-ci, l'idée, c'est de fabriquer un 4x4 russe. En fait, à l'époque, en Italie, il y a un marché pour la voiture low cost. Et les Russes, à cette époque-là, savent faire des voitures low cost. Sauf que la fiscalité italienne de l'époque surtaxe ces véhicules-là, qui du coup ne deviennent plus low cost, ils deviennent juste chers pour rien. Et l'idée de De Tomaso, elle est pas compliquée, ils prennent des 4x4 russes pas chers, ils les désassemblent, ils viennent dans un container en Italie, ils les réassemblent et hop, c'est une voiture italienne. On peut quand même reconnaître que le tour de passe-passe est pas si con que ça, et en plus, certains autres constructeurs l'avaient fait avec succès. Sauf qu'on est déjà en 2003, et même si l'idée sur le papier aurait pu marcher, il est déjà trop tard pour Alejandro De Tomaso. À cette époque-là, il est malade, criblé de dettes, et c'est le 21 mai 2003 qu'Alejandro De Tomaso meurt, emportant avec lui l'année d'après la marque De Tomaso. Et en plus d'emporter la marque, il emporte également une incroyable histoire, qui n'est pas finie, puisqu'après sa faillite en 2004, personne ne rachète la marque De Tomaso. Alors principalement parce que la marque est criblée de dettes. Et il faudra attendre 2014 pour qu'un consortium chinois rachète les droits de la marque et sorte en 2019 la P72. P72 en hommage au projet P70, sorti 40 ans avant. Et pour le coup, je dois reconnaître que la caisse, elle est super sexy. Elle reprend la même recette de l'époque avec un V8 américain compressé, une boîte méca, un poids réduit, une gueule de folie. 72 exemplaires vendus, 1,6 million chacun, hors taxe. Marrant, et vous faites ce que vous voulez de l'info, mais même si les 72 exemplaires sont déjà vendus, vous pourrez trouver sur leur site le configurateur. Si jamais t'avais envie de configurer ta P72 que tu n'auras absolument jamais. Parce qu'à 1,6 million hors taxe et qu'elles sont toutes déjà vendues, bon courage pour en avoir une. Du coup, je sais pas si on peut considérer que la marque est encore vivante, parce qu'avec 72 exemplaires vendus depuis 2019, peut-être que c'est pas si vivant que ça. En tout cas, la marque n'a pas l'air de vouloir mourir, puisqu'ils ont annoncé dernièrement la P900, qui pour l'instant n'a pas été présentée. Mais sait-on jamais, peut-être qu'un jour ça sortira. Et c'est comme ça que se termine l'histoire de De Tomaso. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, pensez à vous abonner, le petit pouce, le commentaire, et on se retrouve jeudi prochain pour un essai d'une De Tomaso. Et puis gros bisous! Après, je sais qu'il y a des gens ultra riches qui regardent. Il y en a même qui prêtent des voitures. Mais quand même, 1,6 million, ça fait un peu chier quand même.